18 septembre, jour de référendum en Écosse, point culminant d'une campagne référendaire qui s'est avérée très serrée vers la fin. Pour mettre un peu de contexte historique autour de ce référendum, je vous rappelle que c'est en 1707 que l'acte d'union associe les royaumes d'Écosse et d'Angleterre, ce qui les met sous un parlement commun, ce qui nous rappelle également que l'Écosse a déjà été indépendante. En 98, bien beaucoup plus tard, Londres dévolue certains pouvoirs à l'Écosse, qui se dote à ce moment de son propre Parlement. Et plus récemment, si on rentre dans le référendum lui-même, ce qui a jeté les bases de ce référendum et ses règles, c'est l'accord d'Édimbourg conclu entre les gouvernements britanniques et écossais en octobre 2012. Puis, moment clé de la campagne, on y reviendra, les deux débats télévisés au mois d'août. Et ces deux débats qui vont culminer vers une montée du oui, légèrement majoritaire même au tout début septembre. Pour faire un bilan de campagne, j'ai avec moi aujourd'hui Stéphane Beaulac, en direct d'Édimbourg, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est aussi diplômé en droit international de l'Université de Cambridge en Angleterre. Stéphane Beaulac, bonjour. Bonjour Jean-Frédéric, comment allez-vous? Très bien, merci. Et Frédéric Mérand, directeur du Cerium, également de retour d'Écosse. Bonjour Jean-Frédéric. Bonjour Frédéric. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le non a dominé pendant longtemps dans cette campagne référendaire, puis ça s'est retrouvé au coude à coude avec le oui dès le début septembre. Comment expliquer la montée soudaine du oui? Bien, écoutez, je vais y aller beaucoup de spéculation parce que je vais être franc avec vous, ce n'est pas l'angle d'attaque de mon travail de terrain ici à Édimbourg. Je suis juriste, constitutionnaliste, je m'intéresse principalement au processus. Alors, ça ne m'empêche pas évidemment de comprendre le contexte pour mieux évaluer puis étudier, analyser le contexte légal, juridique. Qu'est-ce que je comprends suite à, ça fait quand même juste 48 heures au max qu'on est arrivé, mais c'est il semble y avoir une opinion dominante, tant des gens qui sont en faveur que contre l'indépendance de l'Écosse, que la campagne du non a vraiment dérapé, ne fonctionne pas. Ah oui, carrément. Il y a eu beaucoup de problèmes dès le début et ça s'est manifesté au grand public. On dit surtout au moment du deuxième débat télévisé où M. Alex Salmond a très bien fait, a été unanimement déclaré grand vainqueur. Et c'est non seulement les intervenants en vue, mais c'est, semble-t-il, à peu près encore récemment, le week-end dernier, en fait, un représentant du gouvernement à Westminster vient à Édimbourg et parle de l'Écosse en termes de partie de territoire. Okay. Donc, ceci de la population, ça fait bombe dans les médias écrits et c'est, semble-t-il, je l'ai entendu de quelques personnes, juste une autre brique, une autre tuile, devrais-je dire, qui tombe sur la tête de la campagne du non. Ouais, très mal reçu, donc, en Écosse. Frédéric, là-dessus, mais également, peut-être ce qui pourrait peut-être expliquer, disons, les travers ou les erreurs du non. On rapporte que, contrairement à ce qui s'est passé au Canada en 80 et en 95, pour Londres, finalement, l'indépendance de l'Écosse ne serait pas une tragédie, comme on a pu le vivre au Canada, au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste? Bien, est-ce que ce serait une tragédie? D'abord, il faut dire que par rapport à la situation québécoise, évidemment, ce qui caractérise le référendum écossais, c'est que Londres et Édimbourg se sont assis ensemble pour établir les règles du jeu. Et donc, ça donne une certaine confiance sur le respect que Londres aurait d'un éventuel oui. Ça, c'est une différence très importante. Une autre différence, évidemment, c'est que le Parti conservateur ne doit pas son pouvoir à Londres, à l'Écosse, puisque l'Écosse vote depuis quelques décennies maintenant presque unanimement pour le Parti travailliste aux élections nationales. Et donc, au début, il y a peut-être eu moins d'intérêt de la part de Londres. Il y avait aussi probablement une confiance trop élevée dans le résultat, parce que les premiers sondages donnaient une forte majorité au non. Et les conservateurs étaient un peu mal placés. Ça va dans le même sens que ce que disait Stéphane. Les conservateurs étaient mal placés pour faire campagne. Et donc, ils ont confié la campagne
du non à un travailliste, à Alistair Darling. Et c'est lui aussi qui est écossais. Qui est écossais. Oui. Et son parti est celui qui a le plus à perdre, finalement, dans un oui à l'indépendance de l'Écosse. Stéphane, vous êtes juriste. Justement, par rapport à cette question-là, est-ce que pour Londres, c'est une tragédie comme ça a pu l'être pour le camp fédéraliste canadien à l'époque? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Frédéric a dit? Pour renchérir et ajouter à ce que le collègue Frédéric mentionnait, il faudrait ajouter par ailleurs, puis ça concerne évidemment le système parlementaire de type britannique dont nous avons hérité au Canada, c'est quand on compare les deux situations. Westminster, actuellement, est dans une situation où le premier ministre est au chef d'un gouvernement qui est minoritaire. Qu'est-ce qu'on a l'impression beaucoup, c'est qu'il joue le dossier écossais en bonne partie pour se positionner. Ça, de toute évidence, il a mal lu les cartes. Il joue mal ces cartes. Mais ça, essentiellement, ça distingue, à mon sens, grandement les deux expériences référendaires que nous avons vécues au Canada en 1980 et en 1995. Dans les deux cas, gouvernements, évidemment, libéraux, majoritaires, clairement aussi avec une députation qui venait de la juridiction avec des aspirations sécessionnistes, le Québec. Donc, le contexte au niveau du parti au pouvoir, situation de gouvernement minoritaire distingue grandement ce que vivent actuellement les Écossais et le reste du Royaume-Uni dans le contexte du référendum de jeudi prochain. Oui. J'aimerais revenir aussi sur les arguments respectifs du camp du oui, du camp du non. Il semble que ça se joue beaucoup sur des questions économiques. La question identitaire, contrairement, encore une fois, au Québec, n'est pas mise de l'avant énormément. Donc, on reste dans la sphère des questions essentiellement économiques ou de sensibilité social-démocrate versus conservatrice. Est-ce que c'est véritablement ces vecteurs-là qui dominent la campagne ou est-ce qu'il n'y a pas finalement une question plus fondamentale? L'Écosse a déjà été une nation souveraine. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins une question identitaire au fond de ça? Vous voyez, je pense, ma lecture, c'est que la question de la nation écossaise à l'intérieur du Royaume-Uni, tout le monde s'entend là-dessus. Il n'y a jamais eu, ou en tout cas, dans le cadre du présent débat, puis même, je me ramène à mon expérience à la fin des années 80, c'est clair, pour les habitants du pays de Galles sont gallois. Les Irlandais de l'Irlande du Nord sont Irlandais. Les Écossais sont Écossais. Au niveau de la culture, de la langue, évidemment, c'est la même. On essaie de raviver la langue gaélique, mais avec des succès mitigés. La culture, contrairement à ce qu'on vit au Canada, c'est pas les deux solitudes au niveau culturel, avec, par exemple, les émissions de variété ou les shows télévisés ou la musique aussi en français et en anglais, avec ces deux groupes distincts, ces deux auditoires distincts. Ici, c'est l'anglais. La culture s'est imbriquée depuis des centaines d'années. Et c'est plus, donc, quand on compare avec la situation canadienne, des arguments, je dirais, économiques, mais idéologiques aussi. Et j'amènerai à ce sujet la question du nucléaire. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est peut-être pas suffisamment couverte pour mettre en évidence comment, oui, bon, on dirait c'est peut-être en lien avec les tendances politiques plus social-démocrates en Écosse et plus conservatrices dans le restant du Royaume-Uni. Mais le nucléaire, et ça, c'est rattaché évidemment à l'aspect de sécurité et d'entente militaire, pour l'Écosse, c'est un gros enjeu. Et par rapport au processus référendaire et éventuellement une indépendance, ça soulèverait, ça mettrait à l'avant-scène le dossier de la participation de l'Écosse dans l'OTAN. Il faut comprendre, sans rentrer trop dans le détail, que les bases navales de la Grande-Bretagne par rapport aux obligations à l'intérieur de l'OTAN sont basées, ces bases sont basées, donc sont situées en Écosse. Il y a des sous-marins nucléaires, il y a des bases où sont postés des missiles nucléaires et essentiellement, ça fait partie depuis le tout début, en tout cas depuis très longtemps, du Scottish National Party d'être anti-nucléaire. Et ça, essentiellement, ça met en évidence, donc c'est pas juste, je le mentionne, c'est pas juste économique, c'est par rapport à l'idéologie.
qui va, bon, jusqu'à des mesures sur certains points comme de gauche, qu'on dirait, jusqu'à des positions par rapport à des questions comme l'environnement, comme la présence des armes ou du nucléaire en général, etc. Bien. Pour terminer, Frédéric, évidemment, devant la montée du oui, le camp du non, Londres, a promis d'évoluer davantage de pouvoir à l'Écosse, on appelle ça le Devolution Max. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça contient, ça? Est-ce que les Écossais savent ce qu'ils auront de Londres? On n'a pas les détails, mais on sait les contours d'une dévolution. Ce qui se produit depuis la dévolution précédente de 1998-99, c'est que l'Écosse assume une grande partie des dépenses sociales, mais n'a pas le pouvoir de lever beaucoup d'impôts. Et donc, une dévolution supplémentaire, finalement, ce serait d'attribuer au gouvernement écossais le pouvoir de lever d'impôts, finalement, de lever des impôts, et donc de mieux gérer ses politiques sociales de manière générale. Donc ça, c'est un peu la proposition qui est faite. Mais effectivement, du côté du oui, on dit ces suggestions viennent beaucoup trop tard, elles sont encore trop floues, et elles ne veulent peut-être pas dire grand-chose. Mais il est fort probable qu'il y ait une dévolution ou une indépendance. Le statu quo semble improbable. Intenable. Stéphane Beaulac, merci infiniment en direct d'Édimbourg d'avoir été avec nous. Au plaisir.